La révolution industrielle, une mutation spectaculaire qui s'initie d'abord en Angleterre. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment comment la révolution industrielle est précédée d'abord par une forte explosion démographique qui va permettre d'abord d'avoir de nombreux débouchés pour tous les produits artisanaux et qui va fournir par la même occasion une main-d'œuvre abondante qui va pouvoir profiter à la production artisanale, qui va éventuellement devenir une production manufacturière. Alors, ce mouvement qu'on appelle la révolution industrielle va d'abord être initié dans le royaume de l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne. En fait, l'Angleterre va précéder tout autre pays de 50 ans dans sa révolution industrielle. Alors, pourquoi un tel avancement du côté des Anglais? Comment ont-ils été capables de devancer à tel point leurs autres concurrents? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, des avantages naturels, l'importance des marchés, l'abondance des capitaux et une certaine structure sociale qui va favoriser tout cela. D'abord, voyons les avantages naturels. C'est qu'il faut savoir qu'en Angleterre, le charbon est abondant, sachant que le charbon est la principale source d'énergie à cette époque, surtout lorsque va venir l'invention de la machine à vapeur. Donc, c'est un produit stratégique de toute première importance que le charbon. Et d'autre part, un autre avantage naturel à mettre au compte de l'Angleterre, c'est que le pays est bien disposé à la navigation maritime. D'abord, c'est une île, évidemment, mais la côte est découpée avec plusieurs ports naturels, différentes baies, qui peuvent extrêmement bien abriter les navires en transit. Et d'autre part, la navigation fluviale est favorisée aussi par un grand nombre de cours d'eau à l'intérieur de l'Angleterre. Tout cela, évidemment, va favoriser le transport des biens vers les consommateurs. Mais il faut parler également de l'importance des marchés dont jouit l'Angleterre. D'abord, l'Angleterre bénéficie d'un marché intérieur unifié. Alors donc, pas de frontières à l'intérieur de l'Angleterre. On peut voyager d'une région à l'autre sans se heurter à des barrières douanières. Tout ça, évidemment, favorise le commerce. Et d'autre part, l'attitude de l'époque, c'est un certain protectionnisme qui est là pour favoriser l'économie locale, l'économie anglaise. Alors, elle favorise, ce protectionnisme va favoriser les navigateurs anglais. D'autre part, il faut bien le dire, l'Angleterre est à la tête d'un immense empire colonial. À l'époque, l'Angleterre a supplanté l'Espagne comme grande puissance coloniale. On disait à l'époque que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, dans la mesure où il y avait toujours une partie de l'Empire autour de la planète qui était éclairée par le soleil. Alors donc, évidemment, toutes ces colonies qui fournissent en matière première la métropole de l'Angleterre, en plus d'acheter ses produits, tout cela va favoriser au plus haut point l'Angleterre. Mais il faut parler aussi de l'abondance des capitaux dont bénéficient les entrepreneurs anglais. C'est que toute cette activité commerciale va générer d'importants capitaux en Angleterre. Hein? Donc, tous ces capitaux pourront éventuellement être réinvestis dans la production. C'est là qu'on assiste au développement de grandes banques anglaises en Angleterre qui sont désireuses de plus en plus d'investir dans les entreprises, question de maximiser ses profits. Donc, le fait de pouvoir bénéficier de capitaux plus faciles d'accès, ça va aider évidemment les entrepreneurs britanniques. D'autre part, il y a aussi des éléments dans la structure sociale qui vont favoriser cette mutation vers la révolution industrielle. C'est que l'Angleterre a évolué déjà auparavant vers une monarchie qui est davantage parlementaire. Et parmi les classes dominantes de la société, celles-ci vont être infiltrées de plus en plus par la bourgeoisie. Hein, la bourgeoisie qui joue un rôle de plus important au niveau politique, cette bourgeoisie a un caractère plus dynamique qui est axé sur les activités commerciales et sur les activités industrielles. Alors tout ça va contribuer à dynamiser les lois, faire en sorte que celles-ci profitent davantage aux commerçants, aux producteurs, etc. Et tout ça va accélérer la cadence de la production chez les Anglais.
Mais comment cette révolution s'amorce-t-elle en Angleterre? Donc, on a vu les différents avantages dont celle-ci bénéficiait, mais il faut voir aussi quels seront les facteurs qui feront en sorte que le changement adviendra. Alors, il y a plusieurs facteurs de changement qu'on peut évoquer. Le premier, c'est l'évolution de l'agriculture. On avait vu précédemment à quel point le système des rotations, j'avais décrit celui de l'Angleterre, le système des rotations va contribuer à générer une meilleure production agricole de façon générale. D'autre part, on assiste en Angleterre à une concentration des terres. Les petits paysans, de plus en plus, vont perdre leurs terres au profit des gros propriétaires terriens, alors ce qui est un désavantage énorme pour la société, évidemment, mais qui est un avantage pour les innovations. Alors donc, les gros propriétaires terriens qui profitent de leur position dominante pour acquérir de plus en plus de terres, ces gens-là ont les moyens d'investir dans des nouveaux moyens de production, hein, donc vers la spécialisation, vers la mécanisation. Alors donc, les gros producteurs sont en mesure de produire davantage en possédant davantage de terres et en possédant aussi plus de moyens de faire progresser la production. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'avec ce grand nombre de petits paysans qui perdent leur terre au gré des événements, que leur reste-t-il comme option? Plusieurs d'entre eux n'arrivent pas à être engagés comme salariés sur les grosses terres parce que la mécanisation réduit le besoin de personnel. Alors, tous ces gens-là vont se retrouver de plus en plus à émigrer vers les grandes villes. Alors, on assiste à un exode rural et à un grand phénomène d'urbanisation en Angleterre. Donc, les villes vont grossir de façon très importante durant ces années-là. Et tout ça contribue évidemment à rendre accessible une main-d'œuvre de plus en plus importante pour les différentes entreprises. Et donc, une main-d'œuvre à bon marché, soit dit en passant. Et d'autre part, le fait d'avoir des villes qui augmentent sans cesse, eh bien, on a affaire à une population en ville qui ne produit pas de nourriture et qui doit acheter de plus en plus de produits agricoles, ce qui fournit à ce moment-là des débouchés pour cette production agricole qui augmente sans cesse. Donc, la bête nourrit la bête en quelque sorte. Donc, les progrès de l'agriculture vont amener un changement au niveau démographique et un déplacement de plus en plus vers les villes avec les conséquences qu'on a vues. Un autre facteur de changement qui joue un rôle dans la suite des choses, c'est l'évolution du textile. Alors, le textile, on l'avait vu dans la capsule précédente, est gêné par les corporations de métiers héritiers du Moyen Âge, où les règles sont rigides et où est-ce qu'il est très difficile pour les maîtres artisans de développer des nouvelles façons de fonctionner, parce que ça déroge tout le temps à quelques règles ici et là. Jusqu'à temps qu'apparaisse un nouveau tissu qui était inconnu au Moyen Âge en Europe, le coton. Le coton qui provient du Nouveau Monde et qui échappe à toutes les règles traditionnelles des corporations de métier. Alors, comme le coton n'est pas soumis aux règles contraignantes des vieilles corporations, on peut le produire de la façon qu'on veut sans déroger à aucune réglementation. Alors, on achète le coton dans les colonies et on le tisse en Grande-Bretagne. Et on va assister à cette occasion-là à l'amélioration des techniques de tissage. Alors donc, la navette volante de John Kay est beaucoup plus rapide dans la façon de procéder pour tisser des étoffes de plus en plus larges. Alors donc, la productivité dans le monde du textile va augmenter sans cesse. En plus, on commence à utiliser des métiers à tisser qui sont opérés non plus par la force humaine, mais par des moulins et éventuellement par des machines à vapeur, ce qui va encore augmenter la cadence de production. Un autre facteur de changement qui va jouer un rôle central, un rôle moteur dans la suite des choses, c'est la machine à vapeur. Alors, la machine à vapeur, une fois qu'elle est inventée, va servir d'abord dans les mines pour aller pomper l'eau. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment. Alors, lorsqu'on creuse dans n'importe quelle mine, que ce soit une mine de fer ou une mine de charbon, alors l'eau a tendance à s'infiltrer et une fois que l'eau s'infiltre, il n'y avait pas moyen auparavant d'en retirer l'eau et de pouvoir continuer à exploiter la mine jusqu'à l'apparition de la machine à vapeur. La machine à vapeur a ceci d'avantageux qu'elle peut pomper l'eau pour l'extraire et qu'on puisse ensuite continuer à travailler à l'intérieur des mines.
Alors, les premières machines à vapeur étaient extrêmement énergivores. Elles requéraient beaucoup de charbon, mais justement, on installait celles-ci à proximité des mines de charbon pour justement pomper l'eau, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, c'est le premier usage qu'on va trouver aux machines à vapeur. Sauf qu'avec l'invention d'une nouvelle machine à vapeur performante, celle de James Watt, inventée vers 1784, la machine à vapeur devient beaucoup moins énergivore. Elle demande beaucoup moins de charbon à cause du refroidissement des pistons. Et de ce fait, la machine devient utilisable ailleurs qu'à proximité de sources de charbon. Et donc, elle va devenir extrêmement pratique pour différents travaux industriels. Alors, pourquoi est-elle pratique? D'abord parce qu'elle est puissante. Pour l'époque, alors une machine à vapeur est beaucoup plus puissante qu'un bœuf ou un cheval. Déjà, ça fournit énormément d'énergie. D'autre part, elle est économique parce qu'elle utilise seulement du charbon. Le charbon qui, rappelons-le, devient de plus en plus bon marché. Rappelons-nous aussi que faire travailler un bœuf, faire travailler un cheval, ça coûte, il faut d'abord produire la nourriture avec laquelle on va nourrir l'animal, alors qu'avec le charbon, on peut l'extraire directement et fournir la machine en énergie. D'autre part, autre aspect intéressant de la machine à vapeur, c'est que celle-ci est indépendante des conditions, que ce soit le vent ou les courants pour les moulins ou les animaux, le fait qu'ils soient fatigués ou pas. La machine ne se fatigue jamais en autant qu'on l'entretienne adéquatement. Et d'autre part, la machine à vapeur est applicable pour tous les travaux de type industriel. Alors donc, elle jouit d'une grande adaptabilité qui va faire le bonheur des industriels de cette époque. Alors donc, la machine à vapeur est l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et grâce à la machine à vapeur, l'homme entre dans l'ère de la machine pour le meilleur et pour le pire. Un autre facteur de changement qui intervient aussi lors de la révolution industrielle et qui permet celle-ci est la révolution des transports. La machine à vapeur dont je parlais il y a quelques instants va non seulement révolutionner le monde de l'industrie, elle va aussi changer à tout jamais le monde des transports. Alors, on va effectivement penser à utiliser cette énergie nouvelle pour activer des roues installées sur des véhicules. Et après quelques essais infructueux, l'invention de la locomotive en 1814 va connaître un succès international et va changer bien des choses parce que tout cela va accélérer considérablement le transport des produits et des biens parce que la locomotive est d'abord plus rapide que n'importe quel cheval et d'autre part, elle peut tirer de bien plus grandes quantités qu'un simple cheval ou un attelage de chevaux. Alors donc, avec ces multiples wagons qu'une locomotive est capable de tirer, on peut maintenant amener beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement, en plus grande quantité, les marchandises. Alors, dans le même ordre d'idée, la navigation également va connaître des changements considérables. D'abord, le fer et l'acier deviennent abordables, eux qui ont toujours été extrêmement chers dans les époques précédentes dans l'histoire. Alors donc, le fer devient 15 fois moins cher, alors on commence à fabriquer de plus en plus d'objets en fer et on commence à imaginer quelque chose qui était inimaginable au Moyen Âge ou auparavant, fabriquer des navires en métal qui seront par le fait même plus effilés et plus solides. Alors donc, il y a des limites à la dimension qu'on peut donner à un navire en bois, alors qu'un navire en métal va pouvoir prendre des dimensions beaucoup plus impressionnantes et tout en gardant un profilage qui lui permet de filer dans les eaux de façon hydrodynamique. Et également, on commence à fabriquer des navires à vapeur, d'abord avec les roues à aubes qui étaient encombrantes et fragiles, mais éventuellement, avec l'invention de l'hélice, les navires à vapeur deviennent beaucoup plus performants et beaucoup plus fiables. Et quels seront les résultats de cette évolution des transports, l'évolution de la marine? C'est que la navigation sera désormais beaucoup plus rapide qu'auparavant. Alors, on va pouvoir faire un voyage de l'Europe vers l'Amérique en seulement 10 jours au lieu de plusieurs semaines comme auparavant avec la navire à voile,
et donc on ne dépend plus des vents, on ne dépend plus des courants, donc on peut se fier à la machine à vapeur qui, bon temps, mauvais temps, va continuer à rouler. Alors, les navets, par la même occasion, seront de plus en plus gros et on peut se le permettre d'ailleurs grâce au moteur, grâce au métal, aux coques en métal. Et donc, les navets vont pouvoir transporter des cargaisons de plus en plus considérables, ce qui va révolutionner complètement le monde des transports. Ainsi donc, comme on peut le voir, l'évolution de l'agriculture, l'utilisation de plus en plus de nouvelles techniques dans le domaine du textile, l'usage de la machine à vapeur et la révolution des transports, tout ça va contribuer à amener cette mutation très importante dans l'histoire de l'humanité qui est la révolution industrielle, pour le meilleur comme le pire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça va éventuellement déboucher sur une économie nouvelle.